à propos des nains. Contrairement aux hobbits qui sont des gens simples, les nains ont tendance à être plus caractériels. Couverts de poils, ils sont une race malpolie et grossière. Mais le plus dérangeant est sans doute leur odeur, qui n'est pas sans rappeler celle des fromages pour lesquels ils sont connus. Leur capitale, Paris-Iddour, située sous la montagne Eiffel, est un endroit bruyant et inhospitalier. On y ressent d'ailleurs bien leur amour de l'or quand on voit le prix d'un simple café en terrasse. Même une côte de maille en mitril ne suffirait pas pour s'en payer un. Les nains sont de grands amateurs de la balle au pied, et ils ont été sacrés 2 fois champions de la Terre du Milieu. Ils possèdent de nombreuses équipes, comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille. Si les nains ne sont pas la meilleure des compagnies pour un hobbit, ils restent des compagnons dignes de confiance. Je me souviens encore de mes aventures à leur côté, en tant que cambrioleur, dans les tranchées du mont solitaire d'Alsace-Lorraine. Salut tout le monde, je suis le Tropper et aujourd'hui nous allons faire un tour en Terre du Milieu, mais aussi dans les livres d'histoire pour démontrer que les nains de Tolkien ont pas mal de points communs avec nos compatriotes français. Cocorico. Sans plus attendre, lançons un petit générique avec un extrait de la musique du Seigneur des Anneaux suffisamment court pour ne pas enfreindre le copyright. Voilà, c'est tout ce que j'ai le droit de mettre. Pour les 2-3 au fond qui ne suivent pas, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit sont les 2 œuvres les plus populaires de l'auteur britannique J.R.R. Tolkien, pilier incontournable du genre de la fantasy. On y retrouve des elfes, des nains, des dragons et Liv Tyler. Il y a eu une adaptation animée du Seigneur des Anneaux en 1978, une excellente trilogie au cinéma entre 2001 et 2003, et une autre trilogie qui existe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier au livre qui a inspiré cette trilogie qui a le mérite d'être de plus en plus mauvaise au fur et à mesure des films, Le Hobbit. Et oui, cette fois-ci je me base sur le livre, mais c'est pas pour vous faire plaisir, c'est parce que les films, c'est pas possible. Légolas, tu te casses, tu n'as rien à faire ici! Mais avant d'aborder le sujet intriguant s'il en est de ma vidéo, je vous propose un petit résumé de l'histoire du Hobbit tel que raconté dans le bouquin. Bilbon Saquet, ou Bilbo Bessac dans les nouvelles traductions parce que va te faire foutre, est un Hobbit qui vit dans un trou. Comme beaucoup d'hommes, il aime les pipes et la bouffe, et il est bien content de rester dans un trou chaud et humide, et j'ai déjà dépassé le quota de blagues sur la fesse, donc je vais m'arrêter là, promis. Un jour donc, Bilbon reçoit la visite du magicien Gandalf qui lui propose de partir à l'aventure. Il refuse, et comme une femme qui aurait mis une photo d'elle sur Twitter, se retrouve immédiatement harcelé par une douzaine de nains. Mais comme en Terre du Milieu il n'y a pas Snapchat, au lieu de lui envoyer des dick pics, il s'invite chez lui pour vider ses placards en chantant. Il y a vraiment beaucoup de chansons dans ce bouquin. Arrive alors le 13e nain, Thorin l'écu de chêne, qui explique son problème. Son peuple est en exil, forcé de quitter la montagne solitaire à cause du dragon Smaug, un squatteur d'un niveau un peu supérieur à ceux qui jonglent avec des bolas en buvant des 8-6. Eh mec, t'aurais pas une petite pièce? Bilbon finit par accepter de se joindre aux nains en tant que cambrioleur et s'en suivent de nombreuses péripéties, notamment lorsque notre Hobbit trouve un fameux anneau et rencontre Gollum. Je ne suis qu'un caméo, mon précieux. Après avoir traversé les monts solitaires, ils sont aidés par les aigles qui les emmènent genre un peu plus loin mais pas trop quand même, sinon l'histoire va se finir trop vite. Ils finissent ensuite par atteindre la forêt de Grand-Peur où Gandalf les quitte pour aller pexer tout seul dans des quêtes secondaires et ils atterrissent finalement chez les elfes et putain Légolas, tu n'es pas dans cette histoire! Casse-toi! Après s'être enfuis de chez les elfes, nos 14 amis arrivent à Esgaroth, la ville sur le lac, où ils sont accueillis comme des rois suite à une prophétie qui annonçait le retour des nains. Et aussi parce que Thorin promet de partager l'or une fois qu'il l'aura récupéré. Parce que c'est notre projet! Ils partent alors vers la montagne solitaire, Bilbon entre seul, rencontre Smaug. Tu pourrais me dépanner une roulée s'il te plaît? Désolé, je fume que la pipe. Qui s'énerve et décide d'aller détruire Esgaroth, donnant lieu au cliffhanger le plus putassier de l'histoire du cinéma. Viva la révolution! Avant d'être tué presque immédiatement par Bard, descendant d'un type plus ou moins important, on s'en branle. Et franchement, si c'était aussi facile de buter le dragon, on se demande pourquoi ils ont attendu aussi longtemps, putain d'assister. Bref, sous la montagne, les nains retrouvent leur trésor et Thorin devient fou, mais comme la mort d'un dragon ne passe pas inaperçu, tout le monde est au courant qu'il y a un loot à récupérer. Tel un raid du 18-25, débarquent donc au pied de la montagne les hommes du lac, guidés par Bard, alliés avec les elfes, mais pas Légolas arrête de vouloir t'incruster et va refaire un film Pirates des Caraïbes. Thorin refuse de partager son or alors qu'il avait promis, et ça c'est pas très gentil. Mais Bilbon lui avait piqué l'Arkenstone, un MacGuffin un peu pourri, pour l'affiler aux elfes, et ça c'est plutôt bâtard. Si vous ne savez pas ce qu'est un MacGuffin, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Du coup ça part en couille, mais les négociations sont vite arrêtées par l'arrivée des gobelins et des wargs, ainsi que des renforts nains menés par Dain. Qui est Dain, me demandez-vous, et je vous répondrai, on s'en tape la queue contre une table. C'est ainsi que commence la bataille des 5 armées qui opposent donc les gobelins et les wargs aux hommes, elfes et nains. La bataille n'est pas à l'avantage des gentils, jusqu'à ce que les aigles et Beorn, un type que j'ai oublié de mentionner mais aux F total, n'arrivent et ne bottent des culs. Bref, les gentils gagnent, Légolas ne fait pas n'importe quoi avec la gravité parce qu'il n'est pas dans l'histoire, il n'y a pas de scène d'amour digne d'un épisode de Joséphine Ange Gardien, et tout le monde est content. Sauf Thorin vu qu'il est mort. Bilbon rentre chez lui avec un anneau, fin prêt à déclencher une quête traumatisante pour son neveu Frodon qui ne s'en remettra sans doute jamais.
Fin. Le Hobbit, c'est donc l'histoire d'un mec un peu snob qui part à l'aventure avec des gars poilus pour récupérer un territoire perdu. Et là je pense que c'est le bon moment pour mentionner le fait que Tolkien s'est battu en France pendant la Première Guerre mondiale. Vous savez, cette guerre où les Anglais sont venus aider les Français à botter le cul des Allemands pour récupérer l'Alsace-Lorraine. C'est donc à partir de cette observation que je me suis posé la question suivante. Les nains ne seraient-ils pas inspirés des Français en 14-18 ? Et là je vous arrête tout de suite, je ne suis pas en train de dire que le Hobbit raconte la Grande Guerre avec des elfes et des nains, c'est juste que quand on y regarde de plus près, il y a pas mal de coïncidences intéressantes. Dans le chapitre 1 du Hobbit, les nains sont décrits comme malpolis et portant tous une longue barbe. Pas besoin de vous rappeler que c'est un cliché très répandu que les Français sont malpolis, et si vous n'êtes pas d'accord, je vous emmerde. Mais pour ce qui est des barbes, on a une comparaison très intéressante avec les soldats français de 14-18. En effet, ils étaient surnommés les poilus, car ils n'avaient pas de quoi se raser dans les tranchées et portaient donc une barbe non taillée. Un trait que l'on retrouve chez tous les nains de Tolkien. Il est alors facile d'imaginer Bilbon comme un jeune bourgeois anglais emmené à la guerre pour aider les Français à récupérer un territoire perdu il y a longtemps. Bien évidemment, c'est une vision très simplifiée de la Première Guerre mondiale, c'est un conflit très complexe avec des ramifications pas possibles. Mais j'espère que ma vidéo attisera votre curiosité et vous donnera envie d'en apprendre plus sur ce conflit qui est ma guerre préférée. Oui, j'ai une guerre préférée, je suis quelqu'un d'horrible. On a donc ces petits parallèles entre les Français de 14-18 et les nains. Mais si on regarde de plus près, on peut trouver d'autres événements qui nous rappellent ces heures les plus sombres de notre histoire. Parce que c'est pas tout de dire que Gimli aurait dû être joué par Gérard Depardieu, on peut creuser plus loin pour voir l'impact que les tranchées ont eu sur Tolkien. On a 5 factions, 2 ennemis, 3 alliés. On a déjà établi que les nains étaient les Français, alors voyons si on peut arriver à remplir toutes les cases. Tolkien a rejoint le front en 1916 et il n'y est pas resté longtemps. Ayant contracté la fièvre des tranchées, il a été ramené à l'arrière des lignes assez vite. Mais on sait qu'il a participé à une bataille majeure de la Première Guerre mondiale. Alors oui, nous en France on parle beaucoup de Verdun, mais pour les Anglais, la grosse bataille de 14-18, c'est la bataille de la Somme. On va donc comparer celle-là où Tolkien était présent avec la bataille des 5 armées. Sur le champ de bataille, nous avons Bilbon qui représenterait un jeune Tolkien. Ce n'est pas un guerrier, il manque la grande majorité de la bataille, et bien sûr quand il rentre dans la comté, il écrit le récit de ses aventures. Tout comme Tolkien qui est devenu auteur après la guerre. De l'autre côté, bien sûr, les gobelins et les wargs représentent l'Empire allemand. Je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup de parallèles ici, c'est les méchants, les Allemands étaient l'ennemi, ça coule de source. Il nous reste donc à identifier les hommes du lac et les elfes, et là c'est un petit peu plus compliqué. En effet, il n'y a pas de parallèle très clair entre ceux-ci et les factions impliquées dans la bataille. On sait que les hommes du lac habitent dans le coin, du coup, français. Sauf que c'est déjà les nains, alors les hommes sont alsaciens ou lorrains? Ça n'aurait pas beaucoup de sens, puisque dans ce conflit, ils auraient été du côté de l'Empire allemand. Les elfes, eux, c'est encore pire, ils étaient juste là pour le trésor, et ils se battent parce qu'ils n'ont pas trop le choix, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Bref, ça ne marche pas des masses, cette vidéo est un échec total. Ou alors on ne se prend pas trop la tête et on considère que les hommes et les elfes sont tout simplement les forces du Commonwealth. Et alors là, vous pouvez vous faire plaisir, vous choisissez anglais, écossais, canadiens, ce que vous voulez. Parce qu'au final, ces factions ne sont pas celles qui font pivoter la bataille, et leurs origines importe peu. Mais imaginez un jeune Tolkien dans les tranchées, entouré de ses camarades britanniques, peut-être de quelques renforts français, alors que les obus pleuvent. Tout à coup, un vrombissement se fait entendre. Il lève les yeux au ciel et... En effet, la Première Guerre mondiale est le premier conflit où l'aviation s'invite sur le champ de bataille. Et on peut facilement imaginer à quel point, à une époque où l'aéronef était encore une invention toute récente, voir filer dans les airs ces chasseurs pouvait être impressionnant. Suffisamment impressionnant pour inspirer les aigles des monts brumeux. Et là, niveau parallèle, on est servi. Déjà, tous les deux volent. Oui, y a pas que ça. Ils sont aussi le pivot qui permet d'obtenir la victoire. Et la bataille de la Somme, une des rares victoires britanniques dans une guerre de position où très peu de choses bougeaient, n'aurait sans doute pas été possible sans l'aviation. On note également que les aigles sont sans doute la seule race de la Terre du Milieu qui n'est jamais décrite avec des défauts ou des points négatifs. Et ça colle pas mal avec la propagande de la Première Guerre mondiale concernant les As. Alors non, pas ceux des jeux de cartes. Les As étaient les premiers pilotes d'avions de chasse dont on vantait sans cesse les actions de bravoure. De véritables légendes sont nées à cette époque comme Manfred von Richthofen. J'ai fait 7 ans d'allemand, ok? Le fameux Baron Rouge. La bataille de la Somme a également été le baptême d'une toute nouvelle arme à l'époque, le char d'assaut. Et encore une fois, on peut trouver un équivalent dans la bataille des 5 armées, avec Beorn, l'homme ours qui renverse également la bataille en arrivant au dernier moment. Voilà donc un petit récapitulatif de qui est qui. Mais encore une fois, prenez pas ça comme parole d'évangile. Le but de cette théorie, c'est pas de prouver que Gollum est en réalité le maréchal Pétain, mais plutôt d'avancer une thèse que je trouve très intéressante. Toute œuvre est avant tout un reflet de l'époque à laquelle ses créateurs ont vécu. Car Tolkien a souvent répété, en répondant aux lettres de ses fans, qu'il n'avait pas cherché à recréer la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Pour les plus jeunes d'entre vous, une lettre c'est comme un DM Twitter qui a écrit sur du papier, qui met 3 semaines à arriver et qui coûte du fric. Il a tout au plus admis que les paysages dévastés du Mordor étaient basés sur ses souvenirs des tranchées. Et pourtant, si on cherche un petit peu, comme je l'ai fait, on peut trouver quelques parallèles qui rapprochent des événements de la vie de l'auteur à son œuvre. Là où je veux en venir, c'est qu'inconsciemment, on met toujours un peu
peu de nous et du monde qui nous entoure dans nos histoires, et on n'y peut pas grand chose. Un film fait en 1977 est toujours un peu un film qui parle de 1977. Et oui, même si le premier Star Wars se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y a fort longtemps, il est aussi, de l'aveu de George Lucas, une métaphore pour la guerre du Vietnam, quand un grand empire technologiquement supérieur s'en prend à une petite force de résistants. Oui, l'empire de Star Wars, à la base, c'est les États-Unis. Et Luke est un communiste. Si vous prenez deux œuvres qui traitent du même sujet, par exemple les guerres de Napoléon, vous n'aurez pas le même résultat selon le contexte dans lequel les œuvres ont été créées. Forcément, un Russe du 19e siècle n'a pas le même point de vue sur notre cher empereur qu'un Français dans les années 90. Ça veut dire que le Hobbit est un peu un livre sur les tranchées. C'est aussi un peu un livre catholique et protestant. Tolkien a beaucoup changé entre les deux au cours de sa vie. C'est surtout un livre britannique écrit dans les années 20 par un vétéran de la Première Guerre mondiale. Et donc peu importe à quel point il nous emmène dans un monde lointain et imaginaire, il ne peut pas échapper au contexte dans lequel il a été créé. Les nains sont des Français, pas parce que Tolkien a voulu qu'il en soit ainsi, mais parce qu'il a construit sa race fantastique à une époque et un lieu précis qui font que certains traits des Français se sont invités dans son imagination. Et ça c'est toujours intéressant quand on regarde une œuvre. S'interroger sur le contexte dans lequel elle a été créée pour mieux comprendre comment elle a fini par être telle qu'elle est. D'ailleurs, j'ai une théorie comme quoi la trilogie du Hobbit de Peter Jackson a été faite pendant qu'il avait la diarrhée. Je vois pas d'autre explication. Et donc en partant du postulat que je viens d'exprimer, j'aimerais m'attaquer à un véritable dragon de la théorie. Le Seigneur des Anneaux raconte la Seconde Guerre mondiale. Alors il faut savoir que Tolkien a dit très clairement que sa trilogie ne racontait pas la guerre. Donc de base, je suis pas à mon avantage. Mais si on s'y penche d'un peu plus près en sachant que la trilogie a été rédigée entre 1938 et 1948, c'est très difficile de résister à la tentation. Mais cette vidéo a déjà assez duré comme ça et il me faut une raison pour vous forcer à vous abonner, fourbe que je suis. Le vilain youtubeur est fourbe, mon précieux. C'est pourquoi on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette théorie. Et si Peter Jackson l'a fait dans le Hobbit 2, je peux bien me permettre moi aussi de faire des cliffhangers bien putassiers. Je vous laisse vous abonner, me donner votre avis dans les commentaires, mettre un pouce bleu, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, c'est plus pratique pour discuter de la théorie avec d'autres membres de la communauté. Vous pouvez également me soutenir gratuitement sur Utip en regardant des pubs, tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt. Tropper, out. Thank you.